Donc, si vous voulez, on est entamé par une conférence plénière donnée par le professeur Ahmad Taïkia, qui va nous entretenir sur la stéatose hépatique non alcoolique. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation pour l'invitation et pour m'avoir donné l'occasion de vous parler d'un sujet qui était pratiquement méconnu avant l'année 1980. Et la non-alcoolique fatty liver disease, ou la stéatopathie métabolique. La stéatopathie métabolique, donc, je vais vous proposer tout de suite, en suivant, quelques définitions de l'histoire de ça. C'est bon. La stéatopathie métabolique est l'expression hépatique du syndrome métabolique et de l'insulinorésistance. Donc, voilà le sommaire que je vous propose. Quelques définitions, un petit rappel de l'histoire naturelle de la... Pour simplifier les choses, on peut dire que la stéatopathie métabolique, la non-alcoolique fatty disease, c'est le foie gras, ou bien le foie qui devient gras et gros. Bien sûr, il y a plus de 5% des hépatocytes qui regorgent, bien sûr, de triglycérides. Il faut tout d'abord, avant de retenir la stéatopathie métabolique, éliminer une consommation excessive d'alcool. Avant 1980, l'année 1980, pratiquement cette pathologie était méconnue. Et c'est depuis qu'en 1980 qu'il a parlé le premier de cette pathologie. Et depuis, il y a de plus en plus d'articles qui parlent de ce sujet. Et ce fameux article de M. Lévy, il a été cité au moins 3000 fois. C'est dire l'importance de cette pathologie. En fait, la définition de la stéatopathie métabolique, c'est une définition histologique. Et on peut individualiser deux types. Et vous pouvez constater ici qu'il y a une différence entre ces deux plaques. Là, c'est la stéatose pure et une accumulation isolée de triglycérides. Ici, c'est une stéatose hépatique où la NASH est présente dans 20% des cas et qui est essentiellement constitue actuellement un facteur de risque cardiovasculaire majeur. En plus de l'accumulation de triglycérides, il y a une inflammation lobulaire, mais surtout, il y a la ballonisation. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est la ballonisation des hépatocytes. Et ici, bien sûr, c'est l'inflammation. La première, donc, elle est considérée comme bénigne, et nous verrons tout à l'heure, dans certains cas, elle peut être grave. Elle est le plus souvent régressive, sous régime, bien sûr, et avec alcoolique et fatty liver disease. C'est la NASH, d'abord la stéatose simple, la NASH, et en même temps, c'est des complications de la NASH, qui est la fibrose, la cirrhose et le cancer. Alors, comment le malade ou le patient développe une NASH ou une stéatopathie métabolique? Il y a plusieurs facteurs donc, qui interviennent dans l'apparition de cette maladie. D'abord, les facteurs génétiques et épigénétiques. Les facteurs environnementaux, essentiellement un régime riche hypercalorique. Troisièmement, une sédentarité excessive avec un manque pratiquement d'activité physique. Et enfin, une altération du microbiote, ce qu'on appelle dysbiose, donc surtout du rein. Et on passe d'un foie normal, bien sûr, tous ces éléments-là vont entraîner une insulinorésistance et un excès, bien sûr, de lipides. Et on passe d'un foie normal à un foie stéatosique, soit directement vers une stéatose simple ou vers une NASH. Ce triangle-là
donc si vous voulez, constituer le passage d'un foie normal vers un foie anormal. Mais l'élément clé, c'est la survenue de la NASH, qui constitue un détournant décisif dans l'histoire naturelle de la maladie. Parce qu'à partir de la NASH, on passe vers une cirrhose, puis vers un cancer. Et le cancer se développe le plus souvent, dans 70% sur une cirrhose, alors que la NASH peut, maintenant, on le sait, il y a quelques années, on disait, le passage était obligatoire par la cirrhose. Maintenant, on sait qu'on peut passer directement d'une NASH vers un cancer. Et ça, c'est le problème. Deuxièmement, on peut passer aussi d'une simple stéatose vers une cirrhose. Comme on peut, dans certains cas aussi, passer d'une simple stéatose à un cancer. Et là, le problème qui se pose, comment va-t-on surveiller ces malades-là et détecter, bien sûr, le cancer à un stade précoce. Alors, chez qui doit-on rechercher cette pathologie? Donc, si je me réfère aux recommandations de la Société européenne des pathologies, on doit la rechercher chez tous les patients qui présentent une insulinorésistance et ou des facteurs de risque métaboliques, tels que l'obésité ou un syndrome métabolique. Donc, il y a des preuves scientifiques intangibles qui nous poussent à la chercher. Deuxièmement, pourquoi la cherche-t-on? Parce que c'est une affection très fréquente et en même temps une affection potentiellement grave. C'est très fréquent, vous pouvez le voir. Donc, ça varie de 13% en Afrique jusqu'à 30% en Amérique du Sud. Mais c'est l'affection hépatique la plus fréquente dans le monde. 25%, un quart de la population mondiale présente une stéatopathie métabolique, dont 4% en moyenne présente une NASH, c'est-à-dire une forme sévère avec risque de fibrose, évolution vers le cancer et des complications extra-hépatiques. Actuellement, elle est considérée comme elle est la deuxième cause de transplantation hépatique aux USA et elle est annoncée comme la future grande cause de transplantation hépatique en 2025 après éradication de l'hépatite C. Et les groupes à risque, c'est essentiellement les sujets obèses, avec bien sûr un taux de NASH, c'est-à-dire de forme sévère qui peut aller jusqu'à 55%, et surtout chez les diabétiques aussi, parce que les diabétiques fibrosent plus rapidement que les sujets non diabétiques. Actuellement, la maladie, elle est considérée comme potentiellement grave parce qu'elle est associée à des affections reconnues comme très graves, comme les événements cardiovasculaires, les cancers extra-hépatiques, les problèmes, l'insuffisance rénale, le syndrome de l'apnée du sommeil, le diabète et bien d'autres affections. Et ça a été démontré que la cause majeure de décès au cours de cette pathologie, c'est la cause cardiovasculaire, observée dans à peu près 43%, suivie des cancers extra-hépatiques. Et puis, le carcinome hépatocellulaire n'est incriminé et ne survient que dans 5%. Donc, le problème majeur chez ces malades, ce n'est pas le problème hépatique, mais surtout le problème cardiovasculaire. Alors, comment faire le diagnostic? Donc, il faut savoir que la maladie, elle est silencieuse. Et le plus souvent, le malade ne se rend pas compte. Il ne se rend pas, des fois, du danger qu'il encourt. Le plus souvent, il s'agit donc d'une infection qui est découverte lors d'un bilan systématique. Par exemple, pour un dosage des enzymes, essentiellement des ALT-P, ou lors d'une échographie abdominale. Et dans ce cas, on trouve qu'il y a une hyperéchogénicité au niveau du foie, la même échogénicité qu'au niveau, bien sûr, de la médulaire rénale. Donc, avant de retenir le diagnostic de stéatose métabolique primitive, il faut éliminer toutes les autres causes, à savoir les hépatopathies qui s'accompagnent de stéatose, comme les infections virales, l'hépatite B et C, la cirrhose biliaire primitive, et d'autres pathologies donc, hépatiques. La stéatose secondaire à la prise de certains médicaments, tels que les corticoïdes, la cordarone, le méthotrexate, et bien d'autres médicaments. Et après, on peut, si vous voulez, juste après, poser par la question. Comment confirmer le diagnostic de cette NASH? C'est le problème majeur. Deuxièmement, s'agit-il d'une NASH, c'est-à-dire une stéatose simple, ou d'une NASH, s'agit-il d'une activité inflammatoire importante? Et troisièmement, y a-t-il de la fibrose ou pas? Et comment évaluer la fibrose? Parce que la fibrose est l'élément majeur de survenue de complications extra-hépatiques. Là, les recommandations, essentiellement les recommandations de la Société européenne des pathologies,
privilégie les moyens non invasifs. Les moyens non invasifs, que ce soit les biomarqueurs ou l'imagerie. Et la PBH, même si elle est, si vous voulez, l'examen idéal ou l'examen le plus sensible ou l'examen qui permet de poser le diagnostic de la stéatopathie, en même temps d'évaluer sa sévérité, en l'aggravant de 0 à 4, concerne aussi bien pour la stéatose, l'activité et la fibrose. Mais on ne peut pas faire une PBH à tous les obèses, ou ceux qui présentent un excès pondéral, pour les diabétiques, et à cause bien sûr de son risque, parce qu'il y a un risque quand même de complications de cette du biopsie, et en même temps de son coût. Donc on va faire, si vous voulez, les biomarqueurs. L'association d'un biomarqueur biologique série et d'un test ou d'un examen d'imagerie nous permet le plus souvent de faire le diagnostic. Donc deux méthodes différentes mais complémentaires. Vous avez ici le Nephrotic Fibrosis Score ou le NFS. C'est pour évaluer la fibrose et le fibroscan aussi qui permet d'évaluer la fibrose. On associe les deux justement pour savoir s'il y a de la fibrose significative ou pas. Donc là, c'est un test très simple. N'importe quel médecin peut calculer, si vous voulez, pour rechercher la fibrose chez son malade. Bien sûr, c'est disponible sur le net, vous pouvez le télécharger sur Google ou Play Store, et puis introduire tous ces paramètres-là et calculer, bien sûr, le NFS. Si votre malade, il est ovaire, donc le problème ne se pose pas, il y a la fibrose, pratiquement, elle est inexistante. Donc il faut proposer des mesures gymnastiques et l'activité physique. Si le malade il est tout rouge, donc il a cette valeur-là, automatiquement il a une fibrose sévère. Donc il faut prendre sérieusement, aussi bien sur le plan hépatique que sur le plan extra-hépatique. Et si le malade a une nouveau nasogrise, je pense qu'il faut demander un deuxième examen qui est le fibroscan. Cet examen, il permet, grâce bien sûr à la mesure de l'élasticité du foie, d'estimer donc la fibrose hépatique. Il y a une très bonne concordance entre le fibroscan et le NFS, et le fibroscan et la PBH. Ça c'est important. Et si vous avez comment dirais-je, une estimation qui est inférieure ou égale à 8 kPa, vous pouvez dire que la fibrose n'est pas significative. Il suffit bien sûr de proposer au malade, de traiter le malade par des régimes donc, spécifiques et en même temps une activité physique régulière, bien sûr, pour améliorer encore plus l'état du foie. Ça a été démontré que c'est la présence du fibrose qui pose problème et non pas l'inflammation, comme ça a été démontré dans cette étude. Comme vous pouvez le voir, chez 619 patients qui ont bénéficié d'une biopsie hépatique suivie à près de 13 ans, les causes essentielles du décès étaient, premièrement, l'origine cardiovasculaire dans 38%, les cancers extra-hépatiques essentiellement dans 19%, la cirrhose dans 8% et le cancer hépatocellulaire dans 1% seulement. Donc, sur le plan pratique, que faut-il faire? Alors, c'est recommandé maintenant de rechercher une stéatopathie métabolique chez les patients qui présentent des facteurs de risque. Un diabétique, quelqu'un qui est obèse ou un excès pondéral, lui présente un syndrome métabolique. Donc, on fait un dosage des ALAT et une échographie abdominale. Si les deux sont normaux, c'est bon. Donc, on préconise de faire un suivi et de refaire les deux examens 3 à 5 ans plus tard. Maintenant, si vous trouvez une anomalie des ALAT, une anomalie échographique, là, il faut d'abord exclure les autres causes de la stéatopathie métabolique, puis compléter par deux examens complémentaires, c'est le Nephrotic Fibrosis Score et le fibroscan. Si vous avez un risque élevé de fibrose, c'est-à-dire vous avez, par exemple, un NFS ou le fibroscan qui vous dit qu'il y a une fibrose supérieure à 2, ou il y a une discordance, je pense qu'il faut adresser le malade chez le spécialiste, obligatoirement pour faire une PBH et confirmer la fibrose. Si le malade présente comment dirais-je, une fibrose, et qui présente probablement une fibrose inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire non significative, ce qui est recommandé actuellement, c'est de corriger les facteurs de risque, de refaire le bilan 6 à 12 mois plus tard, c'est-à-dire le bilan, doser les ALAT et faire l'échographie, faire le NFS. S'ils sont normaux, donc surveillance tous les 2 ans. Maintenant, s'il y a une anomalie du bilan, obligatoirement, il faut adresser le malade au spécialiste.
Alors, comment prendre en charge cette pathologie? Là, il y a des recommandations qui sont claires, émises par la Société européenne des pathologies et qui préconisent essentiellement des mesures diététiques, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, la promotion d'une activité physique régulière et durable et une perte pondérale plus ou moins significative, au moins 5 à 10%, si vous voulez. Donc c'est une modification durable du mode de vie avec associé plus ou moins à une thérapie cognitivo-comportementale va permettre de régler pas mal de problèmes, essentiellement de la stéatose, de la fibrose et même de l'inflammation. Concernant les médicaments, pour le moment, il n'y a aucun médicament recommandé qui a eu la même dans cette indication. Là, pour vous illustrer que changer le style de vie, d'accord, entraîne une amélioration de tous les paramètres, Romero Gomez a suivi une série de patients pendant 52 semaines et il a obtenu des résultats spectaculaires. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, il y a une résolution de la NASH, une régression de la fibrose, une amélioration de la stéatose. Et cette amélioration, elle était fonction de la perte pondérale. Vous pouvez avoir une amélioration de 100% de la stéatose si vous arrivez à perdre à peu près 10% du poids initial. Les médicaments. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont à l'essai, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Il y a au moins 20 agents qui visent plusieurs cibles, soit le microbiote, soit le stress oxydatif, ou bien l'insulinorésistance, ou d'autres, bien sûr, d'autres targets ou d'autres cibles. Mais pour le moment, aucun de ces médicaments n'a eu la même, on a montré, bien sûr, son utilisation dans la pratique quotidienne. Donc, même pour la liraglutide et les autres, ils ne sont pas recommandés actuellement chez les patients qui présentent une stéatopathie métabolique. Sauf chez certains malades, comme les diabétiques par exemple, la pioglitazone à 30 mg a été utilisé dans des séries plus ou moins importantes, mais je répète, aucun de ces médicaments pour le moment n'est recommandé, même si ces différentes études ont démontré qu'il y a une différence par rapport au placebo. Peut-être dans certains cas, pour certains auteurs, les indications dans les NASH ou la NASH sévère avec fibrose significative, on peut peut-être proposer l'un ou l'autre de ces médicaments. Enfin, il ne faut pas oublier l'élément clé que la mortalité est due essentiellement aux facteurs de risque et essentiellement d'origine cardiovasculaire. Donc la mortalité est essentiellement d'origine cardiovasculaire. N'oubliez pas de corriger tous les facteurs de risque métabolique et les facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme, l'HTA et bien sûr s'il y a des troubles lipidiques. C'est le seul moyen, si vous voulez, pour limiter le décès et l'évolution vers, en même temps, le cancer hépatique. Mais ne pas oublier aussi de parler aux patients, parce que c'est important de leur expliquer c'est quoi la stéatose hépatique, c'est ce qu'on appelle actuellement l'éducation thérapeutique. C'est une affection chronique, certes, c'est une affection qui est hépatique, mais surtout le pronostic, il est extra-hépatique. Le malade, même s'il n'a pas de diabète, il risque de développer un diabète dans les mois, voire les années à venir. Donc il est obligé, d'accord, de suivre un régime, et un régime ou bien particulier, obligatoirement, pauvre en sucre, pauvre en calories, et il doit faire bien sûr de l'activité physique. Et qu'il n'y a pas de médicaments actuellement disponibles à lui prescrire. Enfin, il y a certains malades qui nécessitent obligatoirement, lorsqu'ils présentent des complications sévères, qui nécessitent ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire limiter les apports. Et là, il y a plusieurs types d'interventions chirurgicales, soit la gastroplastie verticale, soit bien sûr donc le bypass, ou bien la non-ajustable. Et les indications sont claires. Lorsque vous avez une IMC supérieure à 35, avec un diabète type 2, une NASH avec risque de fibrose, l'indication est posée, mais il faut choisir bien sûr les patients qui doivent bénéficier donc, de cette technique, mais surtout il faut étudier le profil physiologique des patients parce qu'on risque d'aggraver la situation. Pour conclure, je peux dire que la prévalence de la NASH est en augmentation. Cela est dû à l'augmentation, bien sûr, ou à l'épidémie du diabète et de l'obésité
La recherche de facteurs de risque, si vous voulez, systématiquement doit être faite donc, chez tous les patients qui présentent une stéatopathie métabolique. Il faut savoir que la mortalité d'origine cardiovasculaire est augmentée, d'où la nécessité bien sûr de faire un inventaire lors du diagnostic. Il y a une nécessité, je pense, de disposer d'outils non invasifs fiables pour dépister la NASH avec une sévère, parce que la PVH a ses inconvénients. Et les mesures gynotypiques et le contrôle des facteurs de risque cardiométabolique sont des mesures de première ligne. Et il y a une nécessité de développer un traitement pharmacologique. Je vous remercie.